Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Evencia Giumbia, General Manager d'Amadeus. Bonjour Evencia. Bonjour Armelle, merci pour cette invitation. Alors, est-ce qu'il y avait dans ton enfance, Evencia, des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle? Bon, si on parle d'une carrière internationale, je dirais que non. Je suis née en Roumanie pendant la dictature communiste, donc une période où voyager, sortir des frontières n'était pas envisageable. Mais ce contexte-là, en revanche, ça a créé chez moi un désir très fort de voyager, de parcourir le monde. Donc, dès que cela a été possible, j'ai saisi l'opportunité. Je suis arrivée à Paris, une ville dont je suis tombée amoureuse et que je n'ai jamais quittée par ailleurs. Cela dit, j'ai vraiment la conviction que notre vie d'adulte est façonnée en grande partie par les éléments de notre enfance. Donc, il y a quelques éléments que je pense qu'ont contribué au choix professionnel. J'ai construit dans mon enfance une vraie confiance dans la capacité à surmonter les obstacles. Et ainsi, je dirais que le goût de l'effort, du développement personnel continu. En Roumanie, comme dans tous les pays de l'Europe de l'Est, le système éducatif était très compétitif, visé sur l'excellence, sur la réussite scolaire. Donc je me suis prise au jeu. Je dirais, ça m'a plutôt bien réussi, mais au-delà des résultats, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris la rigueur et le goût de l'effort. Et ces éléments-là m'ont vraiment beaucoup aidé dans tous les choix, dans mon parcours professionnel. Et si je pense bien, il y a un autre élément, c'est la confiance que mes parents m'ont accordée. Dès le début, ils m'ont laissé faire mes propres choix, même si ça allait à la rencontre des idées qu'ils pouvaient avoir sur les choix que je pouvais faire. Mais ça m'a donné confiance et ça m'a aussi responsabilisée, parce que du coup, il fallait bien assumer ses choix. Et pour finir, je pense à un troisième élément, et cela vient de ma maman, qui était une personne vraiment pleine d'optimisme, je dirais de positivisme, et elle m'a toujours donné cette capacité à chercher le positif, peu importe les circonstances. Donc oui, il y a ces éléments-là dans lesquels je peux dire que j'ai toujours puisé et qui ont en quelque sorte influencé les choix, même dans ma vie professionnelle. C'est là qu'on se rend compte de l'impact de la parentalité sur le destin de certaines personnalités, en effet. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Mon parcours professionnel s'est construit, je dirais, étape par étape, mais toujours autour de la technologie, de business développement, de développement de business, mais surtout autour de l'humain. Pourtant, à la fin de mes études, mon premier choix s'est porté vers le monde académique. Ma maman était enseignante, j'avais toujours eu une admiration sur la façon et la relation qu'elle avait avec ses élèves, donc c'est ce que je souhaitais, continuer dans l'enseignement. Donc je suis restée à l'université
Et j'envisageais vraiment une carrière universitaire par la suite. Mais j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde de l'entreprise et j'y étais bien séduite. Donc, ça a été une expérience décisive et ça a pivoté la suite de mon parcours. J'ai l'occasion, en fait, de découvrir en même temps que le monde de l'entreprise, l'industrie de tourisme. Une industrie que j'ai trouvée vraiment très attachante, très intéressante. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai évolué pour la suite de ma carrière professionnelle. Je commence bien évidemment parce que j'ai fait des études informatiques, donc je commence par des fonctions techniques, mais j'ai l'opportunité d'aller très vite dans le conseil. Et cela, ça a été très, très formateur. Et ça m'a permis à la fois de mieux comprendre le business, comment on construit un business. Donc, j'ai pivoté encore une fois après vers des fonctions commerciales. Et voilà, j'y suis depuis plus de 15 ans aujourd'hui. J'ai beaucoup navigué donc chez Amadeus ou dans le groupe, donc dans des sociétés qui appartiennent au groupe Amadeus. J'ai eu l'occasion de travailler pour Money Direct et là, ça m'a permis encore une fois non seulement d'aller plus profondément dans les fonctions commerciales, mais aussi de découvrir une troisième industrie, si je peux dire, si je prends la tech, le tourisme, l'industrie du paiement. Par la suite, après cette expérience-là, on me propose de monter une nouvelle activité chez Amadeus qui était autour de l'innovation, de partenariat, avec la vocation de chercher des nouveaux streams de revenus, des nouveaux axes de revenus pour l'entreprise. Alors, je n'avais jamais fait ça, j'avais aucune expérience, mais encore une fois, on m'a fait confiance, ça m'avait responsabilisé, et d'ailleurs, j'ai énormément apprécié. C'est là que j'ai découvert aussi le monde des startups et j'ai eu une conviction que je porte même aujourd'hui que au croisement de grands groupes et de l'entrepreneuriat, donc des startups, cette fertilisation des deux mondes, ça apporte des bénéfices, ça apporte de l'agilité. Donc j'y ai toujours dédié une partie de mon temps depuis sur cette relation avec les entreprises. J'ai eu l'occasion à un moment donné de faire partie de board de Welcome City Lab comme incubateur, une expérience que j'ai énormément appréciée. Mais je continue quand même sur des responsabilités commerciales, mais cette fois-ci à l'international. C'est une expérience incroyable de pouvoir travailler avec différentes mentalités. Quand on travaille dans un contexte international, on apprend énormément sur l'être humain parce que malgré tout, il y a quand même des mentalités, des façons de agir très très différentes. Un autre point très important dans ma carrière. Et pour en finir, donc aujourd'hui, en qualité de GM sur la partie France Travel Sellers chez Amadeus, je pense que je mets à contribution toutes ces expériences-là qui se sont construites au fil de l'année. Donc toujours avec cette envie de mettre l'humain au centre, mais aussi de transformer la complexité en action. Que je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire vis-à-vis de nos équipes. Parmi nos auditeurs, on a un certain nombre d'étudiants. Peut-être qu'ils ne connaissent pas Amadeus. Est-ce que tu pourrais présenter un peu l'entreprise et puis sa proposition de valeur? Bien sûr. Donc Amadeus est une entreprise technologique au cœur de l'industrie de voyage et notre mission est assez simple, c'est rendre le voyage meilleur pour tous en connectant l'ensemble de l'écosystème, mais aussi, si je peux dire encore, transformant cette complexité en valeur. On propose des services à l'ensemble des acteurs, que ça soit des compagnies aériennes, des hôteliers, des agences de voyage, en offrant tout type de solutions technologiques, que ça permette à la fois de relier les distributeurs et les vendeurs, mais aussi de venir avec des solutions technologiques qui sont là pour permettre aux acteurs de délivrer en fait un service de qualité à leurs clients. Amadeus donc commence avec ce métier de distribution. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de orchestrer ces différentes technologies, justement pour pouvoir
à la fin, simplifier l'expérience de voyage et on commence avec, si je peux dire, la partie inspiration. Donc la partie inspiration, après la recherche, la réservation de voyage, mais aussi avec des technologies qui accompagnent pendant le voyage et bien évidemment après le voyage. Si tu regardes un peu ton parcours professionnel ou éventuellement, personnel, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Waouh, là, j'ai vraiment eu de la chance»? C'est une très bonne question. Je pense que quand je pense à ma vie, je me dis, j'ai eu de la chance d'avoir rencontré mon mari. J'ai de la chance d'avoir 2 garçons qui évoluent petit à petit et je vois les prémices de ce que ça va être de belles personnes. J'ai de la chance d'avoir eu une maman fantastique avec qui j'ai une relation formidable. J'ai aussi de la chance, et je me suis rendu compte encore une fois très récemment, d'avoir des amis qui, malgré les distances, sont là pour moi dans les moments difficiles. Et pour ça, j'ai de la gratitude tous les jours. Je me rends compte que c'est vraiment une chance. Après, il y a bien évidemment des contextes, des rencontres qui influencent notre parcours, mais je ne crois pas dans cette chance passive. Je pense vraiment que c'est l'énergie qu'on y met, les actions qu'on va faire, la volonté, la persévérance qui font que ça crée les conditions pour que cette chance se présente à nous. Donc oui, il y a des éléments de chance, mais je pense aussi que c'est notre façon d'agir et la volonté qu'on y met qui fait que la chance se concrétise. Dans ton métier, est-ce que, tu laisses une certaine place à l'intuition, à des rencontres fortuites ou une forme de synchronicité dans tes choix? Sur l'intuition, pour moi, elle n'est pas à l'opposé de la rationalité. Encore une fois. Je pense que l'intuition est le résultat encore une fois, de l'expérience, des rencontres, des éléments de notre enfance, comme on a dit au début. Mais j'aime créer cet espace pour que ces signaux d'intuition puissent s'exprimer. Et voilà, que ça soit pour moi, que ça soit pour mes équipes. On peut avoir et ancrer, je pense, une ambition, une vision, un objectif, mais en laissant tous ces signaux aussi permettre de nous influencer. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es sentie vraiment, mais au bon endroit et au bon moment? Bon endroit, bon moment. C'est pas une question que je me pose. Je me suis dit, ben, c'est ma réalité aujourd'hui. Est-ce qu'elle me plaît? Bah alors je poursuis. Est-ce qu'elle me plaît pas? Mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle change? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, malgré tout. Tout ne se passe pas comme on le souhaite, mais après, on peut toujours s'arrêter un instant et se demander par quoi on peut commencer pour aller plus vers une situation, vers l'endroit où on s'imagine être. Est-ce qu'il t'est éventuellement, arrivé de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et surtout, en fait, le plus important, avec le recul, comment est-ce que tu interprètes ça? Qu'est-ce que tu en retiens? C'est une très bonne question. Si je puise un peu dans mon parcours professionnel, il m'est arrivé de passer à côté des opportunités. Et notamment, je pense une fois où il y avait vraiment un poste qui me plaisait, qui m'intéressait, où j'avais envie d'y être, mais je n'ai pas postulé parce que j'ai douté de ma légitimité. J'étais beaucoup plus jeune que les personnes, les prédécesseurs sur ce poste-là avaient pu l'être. J'avais peur de ne pas être suffisamment crédible, pas assez prête. Donc, je suis pas allée. Et finalement, je l'ai regretté, mais je vois pas ça comme, tu vois, je vois pas ça comme un échec. Maintenant, quand j'y repense, ça a été un apprentissage énorme. Parce qu'après, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir essayé, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment le miroir des mécanismes internes que j'avais à l'époque. Donc voilà, c'était pas un manque de compétences qui m'a fait que je suis pas allée, qui m'avait freinée, c'est la perception que j'en avais. Et ça a été vraiment un point déterminant. Et ça m'a vraiment appris à quel point on peut être notre propre plafond de verre. Et d'ailleurs, non seulement ça a changé quelque chose chez moi, mais depuis,
J'ai beaucoup travaillé aussi avec d'autres femmes, parce que d'ailleurs c'est quelque chose que je me suis rendu compte que ça arrive chez beaucoup de femmes. J'ai beaucoup travaillé aussi avec d'autres femmes pour vraiment mettre le point sur ce moment-là où on se dit on n'est pas à 100% prêt pour saisir une opportunité. Ça t'arrive encore aujourd'hui d'avoir ce syndrome de l'imposteur et si c'est le cas, comment tu fais pour le dépasser? Tu sais, récemment, je ne sais pas si tu as vu, il y a Christine Lagarde qui prenait la parole dans une conférence et parlait de syndrome de l'imposteur. Elle disait, mais je l'ai encore. Je l'ai encore. Et je parlais avec Angela Merkel, elle l'a aussi. Et quand on va à une réunion, ben, on va passer toute la nuit d'avant à étudier tous les points. Mais quand on y est, on est extrêmement prête. Donc je pense, oui, peut-être que dans la nature féminine, il y a quelque chose sur lequel il faut avoir conscience et il faut y aller. Je pense que ça vient toujours avec une bonne préparation. Chez moi aujourd'hui, ça vient aussi avec la conviction que chaque moment de notre vie, c'est un apprentissage. Chaque rencontre, chaque meeting, chaque projet, ça nous apprend quelque chose et c'est bien de s'offrir quelques minutes pour juste prendre conscience de cet apprentissage-là. Mmh. Est-ce que pour toi, la chance, c'est, plutôt une affaire de privilège ou de contexte? Je pense qu'il faut pas se mentir, on part pas tous du même niveau de l'escalier. Voilà. Donc, le contexte, je crois que c'est important, les privilèges aussi. Ça donne des coups d'accélérateur, ça c'est certain. Maintenant, je pense que c'est pas parce qu'on part pas de même niveau qu'on peut pas arriver en même temps, si je peux dire, à la course. Mais il faut à chaque instant se construire et penser comment y avancer. Donc oui, le contexte, les privilèges, on contribue beaucoup, mais c'est pas pour autant que il faut se dire qu'on part avec un handicap. Est-ce qu'il y a une personne ou un événement dans ta vie qui a changé, finalement ton parcours professionnel? Je pense que oui, j'ai croisé quand même sur mon parcours beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance. Comme je parlais à un moment donné, quand on m'offre la chance de monter une activité, j'avais jamais fait ça. À part ma propre personnalité, si je peux dire, aucune garantie que j'allais pouvoir mener ce projet au bout avec succès. Donc il y a des rencontres, j'ai rencontré d'ailleurs aussi beaucoup de femmes managers qui m'ont beaucoup appris. Il faut dire que quand j'ai commencé ma carrière, il y en avait pas tant que ça de rôle modèle, de modèles de femmes à suivre. Donc on essaye de construire tout en tenant compte de notre propre personnalité avec des modèles de réussite. Maintenant, il y en a beaucoup, des femmes avec qui j'échange et que j'admire. Je pense que c'est plutôt un conseil qu'on m'a donné à un moment donné. Quelqu'un m'a dit mood follows action. Et ça, voilà, je sais pas, il y a parfois on a des illuminations, non, boum, ça, j'ai vraiment compris quelque chose. Ce n'est pas toujours la motivation qui crée l'action, mais c'est aussi l'inverse. C'est l'action qui crée la motivation. Donc, ne pas attendre le moment parfait. Même dans les moments difficiles, il faut avancer, agir, essayer. Le moment parfait n'existe pas. On le crée tout en avançant, tout en apprenant. Donc pour moi, oui, ça c'était vraiment voilà un élément très important que je partage d'ailleurs très souvent avec mes équipes. Ils peuvent en être témoins. Est-ce que tu as parfois l'impression que la malchance s'acharne et si ça arrive, comment tu gères cette période? Non, parce que en réalité, plusieurs choses. Même si un projet n'aboutit pas, mais même s'il y a quelque chose qui ne réussit pas, je trouve ça une énorme occasion d'apprentissage. Et c'est très lié à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'action crée la motivation. Donc, on apprend quelque chose d'un échec, si on peut dire. On apprend quelque chose et on met ça au service de la prochaine action qu'on va entamer. Mais il y a des moments, parfois, où on peut se dire que dans la vie, il y a des moments un peu difficiles. Pour moi, dans les moments où c'est difficile, ce qui m'a toujours aidé, c'est d'aider les autres, de tourner le regard vers les autres. Donc, ça n'efface pas les difficultés, mais ça me rappelle toujours que j'ai des choses à apporter, malgré tout. Ça me recharge les batteries.
Ça me donne de la force parce que je pense que penser aux autres, ça nous donne plus de force qu'à penser à soi-même. Et puis, c'est une manière à garder du sens, à redonner de la perspective et puis à continuer d'avancer. Voilà. Pour qui? Pourquoi? Comment je peux être encore utile? Et puis voilà, ça avance, on continue. Eventia, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ben, je pense que vraiment le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est celui-là, mood follows action. Parce que au début de ma carrière, j'ai toujours pensé qu'en travaillant beaucoup, on livrait les résultats, ça allait suffire. Donc il y a des moments de déception parfois qu'on se rend compte qu'en réalité, ça ne suffit pas. Mais c'est pas grave, on apprend comment avancer. Donc pour moi, c'est vraiment cela. Et un autre conseil, et c'est d'ailleurs quelque chose que je répète régulièrement à mes enfants, il y a cette parabole, je ne sais pas si tu connais, avec le loup blanc et le loup gris. Le loup blanc qui représente l'optimisme, la joie, le côté positif, et le loup gris, les doutes, la peur et la crainte. Et il y a ces deux loups qui se battent toujours à l'intérieur de nous. Et quand on pense qui va être celui qui va gagner, ben c'est celui qu'on nourrit le plus. Donc voilà, c'est une parabole qui a du sens pour moi et que j'utilise beaucoup parce que je pense que ça nous permet de réaliser que voilà, là où on met l'énergie, encore, mood follows action. Nourrir le bon n'est pas toujours évident. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour le secteur du tourisme? Je pense que les 10 prochaines années vont nous apporter énormément de transformations, beaucoup plus que dans les 10 précédentes, voire les 20 précédentes années. Et je pense que l'IA sera vraiment l'accélérateur central. Pas l'unique moteur, mais cette technologie, la technologie va vraiment accentuer beaucoup de transformations. Je pense qu'elle va devenir indispensable, mais aussi, je crois qu'elle va devenir invisible. Je m'explique. On est déjà dans une phase où on utilise l'intelligence artificielle pour planifier, pour réserver, même pour vivre un voyage, non, en demandant à avoir de réponses instantanées sur les agents IA. Et les études montrent que les voyageurs utilisent de plus en plus. Il y a une étude qu'on a fait d'ailleurs récemment chez Amadeus qui montrait que 69% des voyageurs utilisent quand même l'IA générative pour la planification ou en tout cas l'inspiration d'un voyage. Donc la technologie, elle est là, mais je pense que cet outil va être tellement ancré, on va avoir tellement cas d'usage que ça va devenir presque une technologie invisible. Elle va faire complètement partie de notre vie. Et ça va apporter aussi une hyper personnalisation. On parle de la personnalisation depuis très longtemps, mais je crois que vraiment une IA, et attention, je pense que doit être réalisé sur des conditions de confiance. C'est très important cet élément de confiance parce que dès qu'on va lui donner accès aux données, elle va pouvoir vraiment aller vers hyper-personnalisation. Maintenant, il faut que la donnée soit fiable, il faut que la quantité de données soit importante et il faut aussi que les acteurs qui orchestrent cette donnée-là aient déjà, je pense, des très bonnes connaissances métiers. Il faut que ça soit quelqu'un qui a déjà un historique sur le traitement de la donnée et surtout, quelqu'un qui a la capacité de scalabilité, donc de pouvoir opérer à l'échelle internationale, parce que l'enjeu va être dans l'orchestration de tous ces différents agents IA. Mais pour moi, le grand paradoxe, ça va être que plus on va avoir de la technologie, plus l'humain va être important. Je pense qu'en tant qu'humain, on va avoir vraiment la valeur humaine deviendra différenciante finalement. Donc on va avoir de la technologie qui va nous aider, qui va simplifier les tâches répétitives, qui va être beaucoup plus efficace, moins d'erreurs, plus performante, mais à la fois l'humain, donc le conseil, l'empathie, l'accompagnement, la créativité vont être vraiment des éléments très importants qui vont faire la différence dans notre vie, mais d'autant plus pour nous en tant que voyageurs.
donc dans le tourisme. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Ah, avec une absolue certitude. C'est pas facile comme question. J'ai la conviction que l'énergie qu'on donne aux autres, ça revient d'une façon ou d'une autre. Ça a toujours été une conviction. La bienveillance qu'on donne aux autres finit toujours par nous revenir. Comme le karma, quoi. Un peu, oui. Est-ce que tu aurais un conseil de livre, de documentaire ou de film à regarder? Alors j'aime beaucoup. Je pense que les livres nous apprennent beaucoup. Et dans l'ère digitale, je pense que je vais m'arrêter sur un conseil de livre. Et tu vas voir, ça, avec tout ce que j'ai dit, ça se rejoint. Il y a un livre qui pour moi, qui m'avait beaucoup marqué. C'est The Power of Your Subconscious Mind, okay, de Joseph Murphy. Joseph Murphy explore cette idée centrale que nos pensées conscientes façonnent notre subconscient. Et le subconscient façonne notre réalité. Donc il y a ces deux aspects-là, l'esprit conscient, le rationnel, l'analytique, qui choisit à quoi nous pensons. Il y a l'esprit subconscient qui est plus émotionnel, plus créatif et qui accepte sans jugement ce qu'on lui répète. Donc ça rejoint un peu le parabole avec mes deux loups. Je pense vraiment que le subconscient fait pas la différence, et c'est un peu ce qui ressortait de ce livre. Il fait pas la différence entre une pensée positive et une négative, et il agit simplement sur la base de ce qu'il reçoit souvent. Donc c'est pour ça, je suis convaincue que la répétition, la conviction du positif, mais ça influence finalement de la même façon notre réalité. Est-ce que tu peux décrire le reste de ta vie en 5 mots? Quasi impossible. Je vais essayer. 5 mots. Impact, transmission, curiosité, famille, bien évidemment, et voyage. Merci beaucoup, Evencia Djumba, General Manager d'Amadeus France, qui transforme la complexité en action au quotidien, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci infiniment pour cette invitation, Arman. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que si votre réalité ne vous plaît pas, eh bien arrêtez-vous un instant et demandez-vous ce que vous pourriez changer ou améliorer dans votre situation. Le deuxième point, c'est que nous pouvons être notre propre plafond de verre. Pour déjouer ce phénomène, rappelez-vous que chaque projet, chaque expérience passée vous a permis d'être aujourd'hui là où vous êtes et de développer toutes les compétences nécessaires pour affronter les situations qui vont nécessairement se présenter à vous. Rappelez-vous aussi que si Christine Lagarde et Angela Merkel ont peur, vous aussi, vous avez le droit d'avoir peur. Finalement, il s'agit de nourrir le bon loup qui est en vous. Et enfin, mood follows action. Ce n'est pas toujours la motivation qui crée l'action, cela peut être l'inverse. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.